Vous suivez la tribune des leaders, aujourd'hui Maître Bernard Amédée Mgamga, présentant la plainte du collectif des avocats contre Sassou Nguesso et consorts pour crimes et trahison. Cette action a été soutenue par le Forum en avril 2015 et s'est déroulée au siège du groupe FRTDH voici 6 ans. Vous suivez Maître Amédée Mgamga, avocat de Marcel Ntsuru. À notre dernière conférence de presse, nous étions intervenus à la suite, et je le précise, la déportation de certains co-accusés du colonel Ntsuru dans l'affaire du 16 décembre. Il semblerait que le ministre de l'Information, le porte-parole, ait voulu répliquer en disant que c'était des condamnés. Je ne resterai pas longtemps là-dessus, simplement pour vous dire que les concepts en droit ont une signification. Lorsque le directeur de la maison d'arrêt précise que la mesure de déferment dans d'autres maisons d'arrêt de la République concernait les condamnés, cela veut précisément dire qu'il s'agit des personnes pour lesquelles la juridiction saisie a prononcé sa peine et que cette peine est devenue définitive, c'est-à-dire ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours et donc il est passé en force de l'autorité de la chose jugée. En ce moment-là, la décision devenant définitive, ces personnes-là ont effectivement la qualification de condamnées. Or, dans le cas d'espèce, les co-accusés, et il ne s'agissait que de co-accusés du colonel Ntsuru, ceux-ci, je ne reviendrai pas là-dessus, je vous avais déjà donné des dispositions, ceux-ci ont fait l'objet d'une décision les ayant condamnés, mais laquelle décision n'est pas encore devenue définitive parce qu'un pourvoi a été formulé à l'encontre de cette décision. Donc, cette mesure ne saurait les concerner. Et donc, ayant quelque part utilisé des termes juridiques pour arriver à d'autres fins, en réalité, donc, ces co-accusés du colonel Ntsuru, c'est ni plus ni moins, et je le répète, c'est une déportation. Parce qu'on les prive, en ce moment-là, d'exercer leur droit conséquemment au pouvoir qui est formulé, parce qu'ils doivent se préparer. Et donc, sur ces concepts-là, si d'aucuns pensent que les co-accusés du colonel Ntsuru étaient condamnés, la réponse est simple. Nous avons avec nous la loi, et eux, qu'est-ce qu'ils ont? Que la parole. Et donc, en réalité, l'arbitraire, le directeur de la maison d'arrêt ne peut pas se permettre de dire que les personnes qui se trouvent à la maison d'arrêt, c'est à lui de décider s'ils sont condamnés ou ils ne sont pas condamnés. Il suffit simplement qu'il y ait une décision et pour lui, tout ce monde-là, c'est des condamnés. C'est faux. Par ailleurs, et je vous l'avais déjà dit, il y a des personnes à la maison d'arrêt, si tant est que c'est une maison d'arrêt, qui sont en dépassement même de la détention provisoire. Si on veut décongestionner la maison d'arrêt, ils sont nombreux. Et vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y a des personnes là-bas comme le colonel Mbango, contre qui on a fait un véritable complot par ce régime, et qui est à la maison d'arrêt sans aucun motif. Et ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Pur montage pour simplement mettre en captivité M. Mbango, le colonel Mbango, avec tous ceux qui sont liés à cette affaire, qui n'en est pas une d'ailleurs. Qui n'en est pas une. Donc, il s'agit en vérité des gens qui sont en otage dans une maison de captivité qui appartient en privé à M. Sassou Nguesso. Je passe donc à autre chose. Alors, l'information du jour, c'est la plainte, ou du moins les plaintes que nous venions de déposer au Parlement de la République contre M. Sassou Nguesso et les complices et co-auteurs.
Les deux plaintes ont été déposées le 1er avril 2015. Il est intitulé « Plainte au fait de saisine de la Haute Cour de justice pour haute trahison, crime de masse, crime contre l'humanité, violation de domicile dans une attaque personnellement planifiée par M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef des armées et ses complices du domicile du colonel Sourou et de ses occupants en application des dispositions des articles 7, 69, 152, 153, 155 de la Constitution de 2002. Ça concerne l'affaire du 16 décembre 2014. Ensuite, une deuxième plainte au fin de saisir la Haute Cour de justice pour haute trahison et assassinat dans les explosions des casernes de Mpila contre M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef des armées, en application des dispositions que j'ai indiquées tout à l'heure. Voilà donc ce matin, l'information que je vous donne, c'est qu'une plainte pour haute trahison venait d'être déposée concurremment auprès du président de l'Assemblée nationale et du Sénat qui doivent convoquer en vue d'une accusation pour haute trahison M. Denis Sassou Nguesso. Voilà donc, je vous ferai copie de ces deux plaintes qui sont déposées contre M. Sassou Nguesso et les complices que je pourrais vous lire. Sur la première plainte concernant les explosions des casernes de Mpila, vous avez comme complice et co-auteur M. Placide Lenga, premier président de la Cour suprême, M. Henri Bouka, vice-président de la Cour suprême, M. Akera, procureur général près la Cour suprême, M. Albert Etoto et Bakassa, avocat général près la Cour suprême, M. Émile Apès, ancien premier président près la Cour d'appel de Brazzaville, aujourd'hui président de la Cour de compte, M. Essamine Gassé, ancien procureur de la République près le tribunal de grande instance, aujourd'hui magistrat à la Cour suprême, M. Okongakala, ancien doyen des juges près le tribunal de grande instance de Brazzaville, aujourd'hui procureur de la République, M. Philippe Obara, directeur de la DGST, M. Jean-François Ndengue, directeur général de la police, ça, s'agissant de la première plainte pour les explosions des casernes de Mpila. La deuxième plainte pour crime contre l'humanité et crime de masse, vous avez M. Sassou Nguesso, vous avez M. Richard Monjo, général de division, ministre délégué à la Défense, M. Guy Blanchard Oko, général de division, M. Moani, général de la brigade, directeur de la gendarmerie, M. Tikaya, chef d'état-major de l'armée de l'air, M. Nyakololo, commandant de la zone numéro 9, M. Basile Poka, commandant du régiment blindé, M. Bouka, commandant du 401 bataillon, M. Monzonzo, commandant du 402e bataillon, M. Bakoro, commandant du 404 BIR, M. Ngangoy, commandant du 4e BCL, M. Nyangambwala, commandant de la garde républicaine, M. Serge Goa, DG de la sécurité présidentielle, M. Nguinou, commandant du GPC, M. Jean-François Ndengue, directeur de la police, M. Bouiti, directeur dépendant de la police, M. Kouni, directeur de la police judiciaire, M. Atta, chef de groupe de répression du banditisme, M. Ongouya, capitaine de la gendarmerie, M. Christian Oba, premier président de la Cour d'appel, M. Alphonse Biti, procureur général près la Cour d'appel, M. Okongakala, procureur de la République. Donc, voilà toutes ces personnes qui vont être attraites devant la Haute Cour de justice pour complicité de crimes de masse, d'assassinat, dont l'auteur serait M. Sassou Nguesso. Mais si je m'arrête là, cette information serait incomplète. Il faut donc que je vous dise pourquoi est-ce que ces deux plaintes ont été déposées. Si vous le voulez bien, la première plainte concerne les explosions de casernes de Mpila et nous avons dit qu'il y a là haute trahison et assassinat. Pourquoi est-ce que M. Sassou Nguesso doit être poursuivi dans cette affaire? Eh bien, nous avons estimé, et nous avons des arguments, nous allons vous les mettre à disposition, nous avons estimé qu'en réalité, les explosions de Mpila, M. Sassou en est l'auteur principal. C'est lui qui a commandité les explosions de Mpila. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous rappelez tous, le 4 mars, comment est-ce qu'il y a eu la débandade dans ce pays? Et que M. Sassou, lui-même, président de la République, à l'occasion, a affirmé dans tous les médias qu'il s'agissait d'un accident.
J'attire simplement l'attention de quelques déviants qui sont en quête de situations de ce genre pour se livrer à des actions négatives. Je dis que c'est avec la plus grande fermeté et que les services de sécurité traiteront des éventuels cas de ce genre. Mais pour le reste, la situation est sous contrôle. Il s'agit d'un accident qui s'est produit dans un camp avec l'explosion d'un dépôt de munitions. Il s'agit de cela. C'est un problème important, grave. Et je pense que nous allons y faire face avec le soutien de tous nos amis de par le monde. Je sais que nous bénéficierons aussi de ce soutien-là. Sur ce point, rien à redire. Oui, ça aurait pu être un accident. C'est normal. Mais si c'était un accident, qui devait en assumer la responsabilité? N'est-ce pas le gouvernement? N'est-ce pas le gouvernement? Il avait l'obligation, il a l'obligation de maintenir en sécurité les populations dont il a la charge. Or, vous allez remarquer que, après avoir dit qu'il s'agissait d'un accident, une enquête va être mise en place. Et cette enquête qui va être mise en place sera ordonnée par M. Sassou Nguesso. À travers quel organe? À travers le Conseil national de sécurité. Je vous donnerai tout à l'heure les dispositions sur le Conseil national de sécurité. Et vous comprendrez pourquoi cette plainte se justifie. Le Conseil national de sécurité va mener une enquête interne au sein du Conseil national de sécurité. Et c'est une enquête administrative dont la mission est d'informer le Conseil national de sécurité de ce qui s'est passé dans les casernes de Mpila et faire un rapport qu'on mettrait à la disposition du président de la République. Point barre. Donc de ce point de vue, l'institution Conseil national de sécurité aurait pu avoir des informations qu'il mettait à la disposition du chef de l'État pour que, dans les jours prochains, que ce type d'accident n'arriva plus ou ne se produisait plus. Or, et vous allez remarquer, et c'est là le point nodal de notre plainte, c'est qu'il y a eu autant de morts, autant de dégâts matériels. Aucun OPJ ne s'est déplacé à la suite de ces événements. Aucun OPJ. OPJ qui veut seulement dire officier de police judiciaire. Aucun magistrat du parquet ne s'est déplacé alors qu'il y a eu des morts. Aucun juge d'instruction, puisqu'il en a les capacités de pouvoir, ne s'est déplacé. Suivez très bien. Or, ces autorités-là, chaque fois qu'il y a mort d'homme, quelles que soient les causes, ou chaque fois qu'il y a trouble à l'ordre public, et les explosions d'une Mpila ont bien manifestement entraîné l'ordre, ils ont bien manifestement entraîné un désordre dans la société. Il y a eu trouble à l'ordre public, manifestement. Si dans le feu de l'action, compte tenu de la violence des explosions, ces personnes n'auraient pas pu se déplacer, oui, c'est bien possible, mais le lendemain, le surlendemain, et jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, aucun OPJ ne s'était déplacé, aucun magistrat du parquet ne s'est déplacé, aucun juge d'instruction ne s'était déplacé. Donc, la police n'a jamais fait aucun rapport. Aucun. Or, ces autorités-là, c'est celles-là qui sont habilitées, dans le cadre de notre code de procédure pénale, à aller constater les infractions
à faire des constatations et des constats de ce qui se passe en un lieu donné lorsque trouble à l'ordre public a pu être occasionné. Or, toutes ces institutions-là, tout d'un coup, personne n'a rien vu, personne n'a rien fait. Donc, on ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que les seules personnes habilitées à nous dire ce qui a pu se passer devaient être des OPJ et éventuellement des experts qui seraient arrivés sur les lieux pour avoir véritablement savoir ce qui s'est passé. Or, jusqu'à aujourd'hui, les Congolais que vous êtes tous, vous ne savez pas en réalité qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu des explosions? Ça profite à qui, ces explosions-là? Donc, aucune instance judiciaire n'a pu être saisie. Il n'y a même pas eu des plaintes de ceux qui ont perdu les leurs. Pas de plaintes, alors qu'il y a eu des morts. À partir de ce moment-là, comment la machine judiciaire peut-elle se mettre en marche si ceux qui sont habilités, c'est-à-dire ceux qui sont investis de la compétence pour mettre en mouvement l'action publique afin de protéger l'ordre public, si ceux-là, ils ne se sont pas mis en route? Comment? Alors, c'est le Conseil national de sécurité qui prend l'initiative de faire une enquête administrative, mais qui n'a rien à voir avec une enquête judiciaire. Qui n'a rien à voir avec une enquête judiciaire. Et vous allez voir que lorsque cette enquête administrative va se faire, c'est le Conseil national de sécurité qui mène l'enquête. Or, le Conseil national de sécurité n'est pas habilité à mener une quelconque enquête judiciaire. Je vais vous lire le décret, et si vous en avez besoin, et c'est d'ailleurs mieux, il faut que vous ayez ces textes-là. Sinon, vous ne savez pas de quoi on parle. Il y a un premier décret de 2002 qui met en place, donc c'est en 2002 qu'on met en place le Conseil national de sécurité. Vous me permettrez de le lire. Article 1er. Il est créé à la présidence de la République un Conseil national de sécurité placé sous l'autorité directe du président de la République, chef de l'exécutif, chef suprême des armées et des forces de sécurité. Le Conseil national de sécurité assiste et appuie le président de la République dans la conception, l'élaboration, la coordination et la mise en œuvre de la politique de sécurité intérieure et extérieure de l'État. À ce titre, il recherche, recueille et centralise toutes les informations et données liées aux questions touchant à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Il assure la coordination des activités de collecte de renseignements de tous ordres et supervise tous les services d'évaluation du renseignement dont il oriente la gestion stratégique. Il propose toutes mesures dans tous les secteurs de la vie nationale en vue de l'amélioration du fonctionnement et de l'efficacité des différents services de sécurité vers l'application des mesures prises dans ce cadre-là. Le Conseil national de sécurité dispose pour son action, entre autres structures, d'une centre de sécurité de télécommunications intérieures et extérieures. Il stimule et coordonne les actions de coopération avec les institutions. Donc là, c'est l'objet du Conseil national de sécurité. Vous n'avez entendu nulle part que le Conseil national de sécurité est habilité à mener des enquêtes judiciaires et à saisir les juridictions. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais c'est ce Conseil national de sécurité, et vous avez compris désormais, le Conseil national de sécurité, le président c'est qui? C'est le président de la République. Donc qui mène l'enquête. Donc si c'est le Conseil national de sécurité qui mène l'enquête, ça veut dire qui mène l'enquête? C'est le président de la République. Donc l'enquête dans l'affaire Nsourou, pour arriver au procès Nsourou, l'enquête a été menée par le président de la République, M. Sassou. Mais d'où tire-t-il ce droit et ce pouvoir de mener les enquêtes? Alors que, je veux vous dire et je veux vous lire, l'article 72 de la Constitution, qu'on n'aime pas très bien. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Donc, le président de la République ne peut pas être un OPJ.
Alors, en faisant ça, le Conseil national de sécurité, en prenant tout le dossier des explosions de Mpila, en privant donc le peuple d'une véritable enquête, il a fait obstruction et à la justice et à l'enquête policière. Parce que finalement, tout le dossier du parquet, tout le dossier du colonel Nsourou, c'est le dossier mené par le président de la République, donc qui a arrêté tous ces gens-là que vous connaissez, toutes les tortures qu'il y a eu, c'est donc sous sa présidence. Parce que le Conseil national de sécurité a pour président le président de la République. Donc c'est lui qui a ordonné même les tortures. Mais de quel droit un dossier comme ça pouvait arriver au parquet? Quelle est la passerelle qui permet au Conseil national de sécurité de mener des enquêtes à l'exclusion de la police et de la magistrature qui est habilitée pour ça, pour que ce dossier-là arrive au parquet et qu'il soit reçu? Comment? Et donc vous comprenez, c'est à ce moment-là qu'il y a la complicité de tous ces magistrats que j'ai cités, et je vais faire la démonstration. Parce que le président de la République ne peut pas faire une procédure. Or, c'est lui qui a désigné que c'est Nsourou qui est coupable. Donc, M. Sassou Nguesso, en empêchant qu'il y ait véritablement une enquête scientifique qui permet de dire réellement ce qui s'est passé pour s'attribuer les pouvoirs d'enquête, de recherche des coupables qu'il désigne lui, a mis en péril la véritable solution qu'on aurait pu avoir sur les explosions de Mpila. Donc, en s'auto-donnant ce pouvoir-là de faire d'enquête, alors que la loi ne lui permet pas, et là je vais vous lire encore l'article 111 de la Constitution, qui dit quoi l'article 111? Le Conseil national de sécurité, pour avoir le pouvoir de mener des enquêtes, il faut que la loi lui attribue ces pouvoirs-là. L'article 111 dit la détermination des crimes, des délits et des contraventions, ainsi que les peines qui leur sont applicables, l'organisation de la justice et la procédure suivie devant les juridictions relèvent du domaine de la loi. Or, ceux qui sont habilités et qui sont compétents pour mener ces enquêtes, ce sont les OPJ parce qu'ils sont prévus dans le Code de procédure pénale, article 12 et suivant du Code de procédure pénale. Donc, M. Sassou Nguesso a sciemment empêché aux Congolais de savoir quelle était l'origine des explosions. Et comme il avait un ennemi fictif qu'il fallait à tout prix, est-ce que vous vous rendez compte? La gravité de l'acte, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts. Ça n'interpelle pas M. Sassou pour se dire non, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Non, tout ce qui l'importe, c'est comme il veut se séparer, il veut à tout prix se séparer du colonel Nsourou. Il impute, lui président, impute ces faits-là au colonel Nsourou. En arrêtant des gens par-ci par-là, mais vous savez, ça vous le savez déjà. Alors pourquoi je ne reviens pas là-dessus? Je vais sur des éléments bien précis. Monsieur Sassou décide que l'auteur des explosions, c'est le colonel Nsourou. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il tire ce doigt-là d'où? Parce que la Constitution ne lui permet pas de faire ça. Le Conseil national de sécurité n'est pas un organe de poursuite. Et le président n'a pas les compétences. Donc en faisant ça, en nous privant de la solution ou de la réponse sur les explosions, M. Sassou Nguesso voulait en réalité diluer sa propre responsabilité. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas parce qu'il veut changer la Constitution qu'il lui fallait du sang pour terroriser les Congolais? C'est lui qui est responsable, il va chercher les coupables ailleurs. Et il le fait avec la complicité de la justice. Monsieur Essami Ngassi. Alors que le colonel Nsourou, ça vous le savez, fête son anniversaire de 3, Essami Ngassi signe le 2 mars. Le 2 mars.
une autorisation de perquisition en indiquant les dispositions de l'article 40 qui concernent la flagrance, alors qu'il n'a pas le droit. Et le 2 mars, puisque M. Essami Ngatse, s'il signe, pour quelle infraction signe-t-il une perquisition chez le colonel Sourou? Le 2 mars. Ça veut dire qu'il était au courant que le 4 mars, il se passerait quelque chose. Voilà pourquoi, très facilement, quand le Conseil national de sécurité apporte le dossier, il ne se pose pas de questions. Alors que le dossier apporté par le Conseil national de sécurité, devant notre justice, devait être déclaré immédiatement irrecevable. Immédiatement, parce qu'il n'y a aucune passerelle. Mais il a reçu le dossier. Il a même arrêté les gens. Il a déposé. Il a pris des mandats de dépôt. Et il a transmis le dossier à qui? Au juge d'instruction. Qui ne se pose pas la question, mais est-ce que les autorités qui ont mené cette enquête-là, puis ce n'est pas des autorités judiciaires, donc le dossier ne vient pas par le parcours normal. Donc vous voyez, à l'entrée, Essami Ngatse. Essami Ngatse, à l'entrée. Qui ne se pose pas de questions. Lui-même, il a déjà participé au complot. À l'instruction, au Congakana. Il ne se pose pas de questions. Est-ce que cette procédure qui me vient d'un organe qui n'est pas habilité doit être déclaré recevable alors qu'il aurait pu refuser d'informer parce que l'organe qui transmet le dossier n'est pas un organe habilité à faire les procédures. C'est le président de la République. Donc tous finalement commencent à servir non pas la cause de la loi, ils commencent à servir la cause de M. Sassou Nguesso, dont ils savent certainement qu'il est responsable des explosions. Parce qu'autrement, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un dossier qui ne vient pas des organes habilités, alors que les règles de compétence sont d'ordre public, ils viennent des autorités qui ne sont pas compétentes pour faire des procès. Et pourquoi c'est reçu au tribunal? Mais simplement la voie est ouverte. Vous avez au parquet de la République Essami Ngatse. Essami Ngatse. Au service de M. Sassou, pas au service de la loi. Au Congakana, au service de M. Sassou, pas au service de la loi. Et lorsque ça monte, le dossier, dans la chambre d'accusation, cette chambre-là n'avait qu'à ouvrir simplement un peu les yeux pour dire « Oh, mais ce dossier vient du Conseil national de sécurité. » Non, la procédure est irrégulière, on ne peut pas. Et là-bas, c'est M. Apès. Il ferme les yeux. Il ferme les yeux. Là, il dit, bon, moi, je me déclare incompétent. Mais ce n'est pas de l'incompétence qu'il faut se déclarer, c'est déclarer la procédure nulle et irrecevable. Non, là aussi, il sert M. Sassou, il ne sert pas la loi. Et vous vous rappellerez d'ailleurs que lorsqu'il rend cette décision-là, il refuse de déclarer le mandat de dépôt caduc. M. Nsourou et les siens restent toujours à la maison d'arrêt. Le dossier monte à la Cour suprême. Mais alors, le tralala et le tcha-tcha-tcha qu'il y a eu à la Cour suprême, vous savez. C'est pour ça que lorsque je fais cette plainte-là, hein, lorsque je fais cette plainte, j'ai indiqué chacun ce qu'il a fait. Hein. Vous avez, lorsque le dossier monte, vous avez M. Placide Lenga. Il invoque une disposition qui n'existe pas, alors que, en réalité, on est à l'arrivée au bout où il n'y aurait jamais eu de procès. Parce que la Cour suprême devait aussi constater que cette procédure qui vient du Conseil national de sécurité n'est pas recevable. Mais non, M. Lenga Placide préfère servir M. Sassou que de servir la loi. Et il va invoquer une disposition, il faut quand même que je vous en parle là aussi. Il dit, vu l'arrêt dans déclaration d'opposition, parce qu'on avait fait des oppositions, je ne rentrerai pas dans les détails de la procédure, mais vous allez seulement comprendre l'état d'esprit des magistrats, de notre justice, qui n'en est pas sûr. Vous écoutez La Tribune des Leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Vous suivez La Tribune des Leaders, aujourd'hui Maître Bernard Amédée Mgamga, présentant la plainte du collectif des avocats contre Sassou Nguesso et consorts pour crime et trahison.
Cette action a été soutenue par le Forum en avril 2015 et s'est déroulée au siège du groupe FRTDH voici 6 ans. Vous suivez Maître Amédée Mgamga, avocat de Marcel Ntsuru. Vu la délibération numéro 001 du 16 mai 2013 de la Cour suprême, siégeant intérieur conformément aux dispositions de l'article... Alors, c'est ça qu'il faut retenir. Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 25-92 du 20 août 92, modifiée portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, selon laquelle, alors suivez bien, selon M. Lenga, cette disposition dit ceci, la loi de 92, le premier président de la Cour suprême peut, par ordonnance déclarée irrecevable, tout recours non prévu par les lois de procédure, mais fait dans le dessein délibéré de faire obstruction au cours régulier de la justice. L'article 35, retenez bien, l'article 35 de la loi de 92 sur la Cour suprême. Maintenant, je vais vous prendre la même loi avec la même disposition. Je l'ai là en original. Alors, je vais vous lire maintenant l'article 35 de la même loi. Je répète, pour M. Lenga, le premier président de la Cour suprême peut, par ordonnance déclarée irrecevable, tout recours non prévu par les lois de la procédure, mais fait dans le dessein délibéré de faire obstruction au cours régulier de la justice. L'article 35 de la même loi, le procureur général, vous entendez hein, ici, l'article 35, le procureur général près la Cour suprême occupe le siège du ministère public devant toutes les formations de la Cour suprême. Il est secondé par le premier avocat général. Donc vous voyez, les deux dispositions ne se ressemblent même pas. Aucune commune mesure. Donc cette disposition n'existe pas. Il a donc servi qui? Il a servi M. Sassou, dont il sait qu'il est l'auteur des explosions. Parce que s'il ne le savait pas, il n'y avait aucune raison qu'il invente une disposition. Donc, M. Placide Lenga aussi est complice de crimes de haute trahison et d'assassinat. Parce qu'il ne pouvait pas ne pas ignorer que cette disposition n'existe pas. S'il s'est mis à inventer une disposition au profit de M. Sassou, dont il sait que celui-ci est incompétent à faire une procédure, c'est qu'il s'en est rendu complice. M. Henri Bouka, vice-président de la Cour suprême, vous le savez, celui-là, vous vous rappelez, parce que j'en ai maintes fois parlé, c'est celui qui a déformé l'article 558. Vous vous rappelez quand je disais que la disposition de l'article 558 met point, lui, là où il y a point, il met la virgule. Et il poursuit juste pour servir les intérêts de M. Sassou. M. Bouka Henri est l'un des plus grands tricheurs que le Satan n'ait jamais créé. C'est un tricheur. Donc c'est du banditisme. Donc voilà ce que dit M. Bouka. Lorsque sur l'ordre formel, ces actes, arrêts ou jugements contraires à la loi peuvent être annulés, là c'est point pour la loi, lui il met la virgule. L'arrêt de la Chambre pénale de la Cour suprême redonne vie à l'entier dossier, tant à l'égard du ministère public que des élus. Donc ils ont inventé. Alors dites-moi, vous trouvez qu'ils sont normaux? Il y a eu des morts d'hommes. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi. Il y a eu des morts. Mais sur ces morts-là, il y a des individus malfaisants qui sont en train de trafiquer des textes. Parce que M. Sassou, qui en est responsable, veut à tout prix que le responsable, le coupable soit le colonel Ntsuru. Le responsable c'est lui, mais le coupable c'est le colonel Ntsuru. Monsieur Georges Akira, procureur général, lui sait bien que la procédure menée par le Conseil national de sécurité, puisqu'il est le garant de la loi, il est le garant de la loi. Non, il est le garant du pouvoir de Sassou. Il n'est plus de la loi. Non. Il a laissé croupir des pauvres innocents à la maison de captivité de M. Sassou. C'est là où se trouve sa place.
Monsieur Akira est complice. Monsieur Elangui, vous vous rappelez que le colonel Nsourou est condamné malgré tout, puisqu'ils ont tout fait. Il fallait à tout prix une condamnation. À 5 ans avec sursis. Vous vous rappelez? Monsieur Elangui, le procureur général, c'est Moukala Moukoko. Monsieur Moukala Moukoko avait demandé l'acquittement pur et simple. Vous vous rappelez? Lui, il dit, moi, je ne peux plus faire le pouvoir. Moi, j'ai demandé l'acquittement pur et simple. Mais comme Moukala Moukoko ne marche pas sur les traces de ceux qui sont au service de M. Sassou, il refuse de faire le pouvoir. Et on va prendre son second, donc M. Elangui, pour faire le pouvoir en lieu et place de Moukala Moukoko, mais sans pour autant qu'il ait une procuration, c'est-à-dire un pouvoir de fonder. Le pouvoir en lui-même est irrecevable. Parce qu'il n'avait pas reçu mandat du procureur général qui, lui, devait faire ce pouvoir, mais lui-même n'a pas voulu. Donc, M. Elangui ne pouvait pas ignorer qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Il n'avait pas le droit de faire ça, il le savait. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Servir M. Sassou. Pour qu'on ne sache pas que c'est lui qui est l'auteur des explosions. M. Etoto Ebakassa, avocat général près la Cour suprême. Lui aussi, c'est la même chose. Garant de la loi, mais il a préféré servir M. Sassou. Il fallait protéger le pouvoir. M. Philippe Obara. Et bien sûr, vous vous rappelez, il est directeur de la DGST. Pourtant, la DGST, sous la conférence nationale, on avait aboli la direction de la sécurité d'État. Ils sont encore revenus avec les mêmes méthodes. M. Obara est nommé directeur de la commission de l'enquête du Conseil national de sécurité, président de la commission d'enquête du Conseil national de sécurité, de l'enquête administrative. Donc, M. Obara ne pouvait pas ne pas savoir que sa mission était une mission simplement administrative. Sauf s'il est ignorant. Mais à ce niveau-là, on ne peut pas avoir l'excuse de l'ignorance. Parce qu'il a arrêté les gens. Il a même torturé. Alors que la mission de l'enquête administrative n'est pas celle-là. Donc en le faisant, ils ont empêché en réalité une véritable enquête se faire pour qu'on sache que, en tout cas, qui était les responsables de ces explosions. Monsieur Jean-François Ndengue, pourquoi lui serait-il complice? Mais c'est le premier OPJ sur la place de Brazzaville. Il est directeur de la police. Dites-moi, pourquoi est-ce que cet OPJ ne s'est pas déplacé sur le lieu de l'explosion? Pour commencer à faire éventuellement les premières constatations avec le procureur de la République qui l'aurait appelé immédiatement en flagrance. Et pour mettre le périmètre de sécurité, pour que les gens n'y rentrent plus, qu'on conserve les preuves. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Est-ce que la saisine du Conseil national de sécurité d'une enquête administrative empêchait le général Ndengue d'être dans sa mission d'OPJ? Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Pourquoi il ne l'a pas fait? Alors qu'il est la première porte, la première clé qui ouvre l'action publique. Lui arrivé sur les lieux, si je peux vous dire rapidement la procédure, il appelait le procureur de la République qui arrivait aussi sur les lieux, le dessaisissait de la procédure. Le procureur a appelé le juge d'instruction, s'il arrivait sur les lieux, il dessaisissait les deux et il prenait l'enquête en marche. Ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pour cela, donc, lui aussi devrait être poursuivi pour complicité, puisqu'il n'a pas permis à ce que l'enquête se fasse dans les conditions de légalité scientifique acquise. Monsieur Jean-Dominique Okema, secrétaire général du Conseil national de sécurité.
Est-ce que les statuts du Conseil national de sécurité permettent à ce qu'on arrête les gens? Qu'on fasse des enquêtes sur les infractions de droit commun? Il endosse la responsabilité, puisqu'il a les textes. Il sait bien que le Conseil national de sécurité n'a pas le droit de faire ça. Ils sont même venus jusqu'au palais de justice. Incapable de dire par quel mécanisme est-ce que le Conseil national de sécurité a pu faire cette procédure pour qu'elle arrive au jour. Donc voilà, toutes ces personnes-là vont être poursuivies devant la haute cour de justice. Parce que l'auteur principal des explosions, c'est M. Sassou. On ne peut pas faire autrement parce qu'on ne voit pas pourquoi, dans quel intérêt, lui, a-t-il mené cette enquête-là pour désigner le colonel Nsourou comme étant l'auteur des explosions. Le ministre délégué de la Défense, M. Bouaoud Lepoc, n'a jamais été entendu. Mais il me semble qu'il soit passé il n'y a pas très longtemps où il a dit expressément qu'en réalité, la responsabilité est une responsabilité du gouvernement. M. Nsourou n'a aucune responsabilité dans les casernes de Mpila. Ces casernes-là relevaient directement de la compétence et de la direction du président de la République. Qu'est-ce que Nsourou vient faire là-dedans? C'est donc toujours l'application de la théorie de substitution des coupables. Le responsable c'est lui, mais le coupable c'est les autres. Et vous allez voir, ce dossier est passé dans les mains de qui? Ça commence à Samingatse, Okongakana, Apes, Bouka, Akira. Une véritable tribalisation de la justice. Si ce n'est une mbochisation de la justice. Ce dossier n'est passé qu'entre les mains de ces... C'est que tous les postes de décision, c'est passé entre les mains de ces gens-là. Ça veut dire que Sassou se couvre et utilise la justice à ses fins personnelles. Il a utilisé tous les instruments, même le Conseil national de sécurité, dont on ignore d'ailleurs la légalité constitutionnelle. Toutes ces institutions sont à sa merci. Il les utilise à des fins personnelles. Est-ce que c'est normal? Si vous vous rendez compte que même le Parlement n'a jamais daigné savoir qu'est-ce qui s'est passé des explosions de Mpila, mais c'est quand même la représentation nationale. Ils n'ont jamais cherché à savoir. Si ce que je dis est faux, qu'on vienne me démontrer le contraire, est-ce que M. Sassou avait le droit de faire les enquêtes? S'il n'avait pas le droit, ça veut dire qu'il a caché la vérité. Et il a caché la vérité aux Congolais. Le véritable responsable, c'est lui. Et que le colonel Nsourou n'est en rien concerné sur les explosions. Donc, de ce point de vue, il s'agit d'une véritable injustice. D'une véritable injustice. Et vous vous rappellerez d'ailleurs, au cours de ce procès marathon, combien de magistrats ont été changés? Lorsque le procès arrive avec la dernière nomination, M. Bailly, la question se pose de savoir comment eux ils ont fait pour être saisis. Parce que le texte de M. Lenga n'existe pas. Alors comment on fait pour saisir à nouveau une chambre d'accusation? Toutes ces questions-là. Si ce Parlement-là ne met pas en accusation M. Sassou Nguesso, le prochain Parlement qui va arriver bientôt le fera. M. Sassou devra être entendu. Il s'agit là de la première plainte. Et vous voyez le lien avec la deuxième plainte. N'ayons pas réussi à tout prix à condamner le colonel Nsourou. Vous voyez bien, hein? Dans ce dossier-là, il y avait beaucoup de colonels. Vous vous rappelez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Il y avait beaucoup d'officiers d'arrêtés. Mais sa fixation, c'est sur le colonel Nsourou. Tout le monde est sorti, il y en a même qui étaient acquittés, il y en a qui ont eu des sursis, il y en a... Ceux-là n'ont jamais été inquiétés. Le colonel Nsourou, 5 ans avec sursis, tout le régime était dans tous ses états. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah non, il faut à tout prix qu'on le fasse. Parce que ce régime-là, qui est fondé sur le mensonge, voulait à tout prix que le peuple croit que les explosions de Mpila,
c'est effectivement M. Sassou. Mais monsieur le colonel Nsou, mais M. Sassou a oublié une chose, c'est que les époques ont changé. Les époques ont changé. Et qu'aujourd'hui se trouvent des gens à la justice qui sont capables d'affronter. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je ferai. Tous les complots qui vont être montés, qui le mandent à la justice, il ne s'en sortira jamais. Même si, par gangstérisme juridique, il va continuer à condamner les gens. Mais le peuple ne suivra plus, puisque maintenant, les gens savent que le colonel Nsuru n'est en rien dans les explosions de Mpila. Et que moi je dis c'est M. Sassou. Et le peuple sait que c'est M. Sassou. Et il doit répondre. Il doit répondre. Il ne peut pas en être autrement. Et la deuxième plainte, vous voyez bien que, n'ayant pas pu, le dessein machiavélique était finalement de le tuer. Faute d'avoir réussi à lui faire incomber les 1000 morts des explosions, il faut l'éliminer. Monsieur Nsuru, le colonel Nsuru, est chez lui. Vous vous rappelez bien. Mais il est déjà encerclé le lendemain de sa sortie. Vous le savez. Pourquoi? Pourquoi lui? Et donc voilà que dans la recherche, il fallait trouver des éléments. Il faut tout faire. Il faut tout faire pour avoir la peau du colonel Nsuru. On va inventer une histoire à dormir debout. Oh, au plateau, on a tiré sur la police. Ok, le plateau a tiré sur la police. Mais que la police fasse son travail. Non, on a tiré au plateau sur la police. 14h, 15h, la zone du colonel Nsuru est en cercle. Le 15 décembre. Pour quelle raison? On ne sait pas. Le 15, des unités de la garde républicaine, la réserve ministérielle, mais ça vous le savez, je n'ai pas besoin de les citer. Les hélicoptères, vous avez vu, tout ce monde-là viennent encercler le domicile du colonel Nsuru. Pourquoi cette plainte? Mais parce que vous vous rappelez que le 15 au soir, il y a un code qui passe, qui fait sortir tous ceux aux alentours du domicile de Nsuru. Vous vous rappelez? Et le 16 au matin, sans sommation. Le 15, ah ça c'est important, il faut que vous le sachiez. C'est que les gens qui sont partis visiter le colonel Nsuru sont interdits de sortir le soir, de rentrer chez eux. Et de la sorte, il y aurait eu plusieurs jeunes au domicile du colonel Nsuru. Le 16, on attaque sans sommation. Et l'idéal aurait été qu'il meure avec plusieurs corps changés autour de lui pour dire qu'il avait la milice. Parce que c'est cela leur montage à eux. Ces gens-là, ils ont été créés dans le mensonge, pour le mensonge et par le mensonge. Pour ne faire que du mal. Que du mal. Le communiqué ce matin-là le sait, le 15. Dans la journée d'hier, 15 décembre, une patrouille de police a été attaquée par des bandits armés au quartier plateau de 15 ans à Brazzaville. L'enquête ouverte a conduit à établir l'existence des véhicules ayant participé à l'attaque au domicile du colonel Nsuru. Donc, sans aucune vérification, sans aucune enquête, ils ont déjà dévu. Les officiers de police ont commis à cette mission. Le procureur de la République saisi a délivré une réquisition aux fins de perquisition au domicile du commanditaire, alors que c'était contre X. Les officiers de police judiciaire commis à cette mission n'ont pu accéder, mais ont plutôt essuyé des coups de rue. Ils ne sont jamais arrivés, mais ils ont gonflé. Voilà. Comme ça, ils ont déjà conditionné le peuple. Que, mais le colonel Nsuru avait des milices. Il avait une milice. Donc, c'est normal qu'on attaque. Et, rappelez-vous, lorsqu'on attaque, et c'est là, cette attaque-là, elle vient de qui? Le 15, les troupes de la réserve ministérielle entourent et encerclent le domicile du colonel Nsuru. Le 16, ils ouvrent le feu sans sommation. Ils ouvrent le feu sans sommation. Alors, qui est l'auteur? Qui a donné l'ordre? Parce que pour mettre en mouvement autant de troupes, ça ne peut être que le président de la République.
Et Jeune Afrique le dit. Je vous le lis pour vous dire que c'est lui l'auteur de ces massacres. Les crimes de masse qui sont commis le 16 décembre, c'est M. Sassou. C'est un Denis Sassou Nguesso très serein qui, le 16 décembre, a répondu aux appels téléphoniques de plusieurs de ses pairs, notamment Joseph Kabila, Alpha Condé et Michel Djokovic, qui s'inquiétaient de la nature des combats autour de la villa du colonel Nsourou, en plein cœur de Brazzaville. Simple opération de police, leur a-t-il répondu en substance. Ce qui n'a pas empêché le président congolais de suivre minute par minute le déroulement des opérations et de donner des ordres précis aux chefs militaires présents sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire mieux? Est-ce qu'on peut dire mieux? Quelqu'un peut me dire que ce n'est pas M. Sassou qui a donné l'ordre. Mais je vais vous lire quand même la Constitution. Je vais vous lire la Constitution à son article 9. Dans son article 7, la personne humaine est sacrée. La personne humaine est sacrée. Quelles sont les dispositions que M. Sassou a eu à prendre pour persuader? Et d'abord, la première question, M. Nsourou avait fait quoi? Il était chez lui, à son domicile. Il faisait quoi? Il lisait pas. Il mangeait pas. Il se promenait, il était chez lui. Il a fait quoi? Alors, mes chers amis, vous comprendrez donc qu'il y a eu au moins plus de 30 morts, gratuitement, planifiés. Et les auteurs, bien sûr, M. Denis Sassou Nguesso, le général Mondiaux, dans la chaîne de commandement, Guy Blanchard Okoye, il est chef d'état-major. Comment est-ce que de troupes d'une telle importance, qu'on fait sortir que lorsque le pays est attaqué, a pu se retrouver à côté de son domicile? Comment? Et il n'est pas responsable, comment? Monsieur Moigny, général de la brigade, la gendarmerie. Comment ça se fait-il que lorsque les gendarmes arrivent, alors que c'est Nsourou qui est attaqué, il y a des morts, le rapport est fait contre les victimes? Donc on en est arrivé à une situation, mais rocambolesque. Le criminel organise un procès contre les victimes. On en est arrivé là, dans ce pays. Un criminel qui organise un procès contre les victimes. Et là aussi, dans ce procès-là, en tête, le procureur de la République, Okongakala, il revient encore. Alors qu'il y a eu violation du domicile du colonel Nsourou, et que la victime c'est le colonel Nsourou, on renverse l'ordre de choses. La victime devient l'auteur, et l'auteur devient la victime. Les magistrats qui étaient là, Baye Moukaramukoko, ah non, ceux-là, non, on ne peut pas. Il faut les éjecter. La procédure de crime flagrant qui ne prend que à peu près moins de 72 heures a pris 7 mois. Parce qu'il fallait changer ces magistrats. On a mis des magistrats aux ordres. Là, c'est qui? Au bas. Là où il y a la décision, c'est toujours eux. Et le procureur général, on met Bichi. Et je vais vous en parler. Bichi, il est du sud. Mais vous savez pourquoi on le met? Mais parce que lui, il doit requérir la peine. Et celui du nord qui est au centre, qui va prendre des décisions. Lui, il va prendre la décision, il va dire, moi j'ai pris la décision, c'est l'autre qui m'a demandé. Eux, ils ne sont jamais responsables, c'est les autres. Voilà comment ça se passe, notre système judiciaire. Donc, nous avons déposé cette plainte. Là aussi, c'est incontestable. Monsieur Sassou doit rendre compte avec tous les chefs militaires et magistrats qui ont condamné le colonel Nsourou alors qu'il est victime.
Donc un véritable complot. Un véritable complot. On en est encore là. Alors, vous savez, nous devons faire l'effort de nous dépasser. Nous devons refuser les injustices et l'arbitraire. Si chacun de nous, un temps soit peu, scrute sa conscience, s'interroge, se mire et se regarde, et qu'il est apte à se dire que je suis et je relève du genre humain, nous devons refuser les injustices et l'arbitraire. En cela, je vous dis, en passant, compte tenu de ce qu'aujourd'hui l'expérience, la défense m'a amené à constater que nous avons un système qui est véritablement injuste, qui a clochardisé les Congolais. Je lance un appel de mettre en place un collectif du refus des injustices et de l'arbitraire. Nous devons refuser l'arbitraire et les injustices. Où que nous soyons, qui que nous soyons. Et en cela, M. Sassou doit répondre. J'ai entendu certains politiques en train de dire, mais non, vraiment il faut trouver une porte de sortie. Mais la seule porte de sortie de M. Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est de passer une nuit à la maison d'arrêt. Moi, je ne vois pas, très sincèrement, sauf à me dire que toutes ces personnes-là, depuis l'affaire du beach, que ces personnes-là ne sont que du bétail. Si ce n'est que du bétail, auquel cas M. Sassou a raison, il peut tuer son bétail, personne ne peut lui faire de reproche. Si ce n'est que du bétail, je le répète, si ce n'est que du bétail, alors M. Sassou a raison, puis c'est son troupeau, il peut tuer comme il veut. Et malheureusement, dans ce bétail, il n'y a même pas d'espèces protégées. Il y a même des espèces qui sont protégées, mais là, il n'y en a même pas. Mais si c'est des êtres humains, je dis bien, si c'est des êtres humains, que M. Sassou, consciemment, volontairement, a voulu supprimer les vies au mépris de la Constitution, il devra répondre. M. Sassou, au sortir du 12 août, devra directement aller à la maison d'arrêt, se mettre à la disposition de la justice. Ça ne peut pas être autrement. Il y en a qui ont dit, il faut qu'on lui trouve la porte comme Mandela. Mais enfin, vous rigolez ou quoi? Vous allez rapprocher M. Sassou de Mandela? Est-ce que vous vous rappelez que le jour qu'il va bombarder chez le colonel Sourou, il donne la mort, il revenait de l'Afrique du Sud avoir enterré Mandela? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez? On dit que vous ne vous rappelez même pas. Il revenait de l'Afrique du Sud, après avoir enterré Mandela, il vient au Congo, la première des décisions, c'est d'aller bombarder chez nous. Et j'entends mon confrère universitaire, Bouawo, que j'apprécie bien, dire non, il faut qu'on le trouve. Non, là je ne suis pas d'accord avec lui. Monsieur Sassou doit se mettre à la disposition de la justice. Mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui conteste ça, je vous en prie, n'allez pas dire seulement dans les médias, non, on a dit non. Je veux un débat là-dessus, je dis et j'insiste. Celui qui pense que tous ces gens qui sont morts, ce n'est que du bétail, auquel cas, M. Sassou n'a rien à craindre. C'est son troupeau. Mais si c'est des êtres humains, M. Sassou devra répondre. Il ne peut pas en être autrement. Parce que finalement, faire comme il fait M. Sassou, j'aurais tendance à penser, je me pose même la question si c'est un président de la République. Est-ce que M. Sassou est véritablement un président de la République? Pour moi, je dis non. Je dis non. C'est un chef de tribu, un chef de clan. C'est un chef de tribu et un chef de clan. Ce n'est pas un président de la République. Parce qu'autrement, la Constitution garantit tellement les droits fondamentaux qu'il ne pouvait pas se permettre en tant que président de la République, puisqu'il est assujetti à ça. Alors, mes chers collègues, mes chers journalistes, je crois que j'ai été long, mais je vais terminer pour vous dire simplement que il est temps
que ce pays soit dirigé par des personnes aux pensées hautement élevées et non par des personnes aux instincts bassement grégaires. Le Parlement n'est pas fait pour juger les présidents en fonction. Donc, après le Parlement, où est-ce que, en fait, vous traduisez le président devant quoi exactement? Non, je traduis en fait, pour mettre en place la haute cour de justice, il faut passer par le Parlement. Il faut qu'il y ait un congrès entre les deux parlements qui doivent statuer pour le mettre en accusation et ensuite installer la haute cour de justice. Donc on ne peut pas déposer la plainte directement à la haute cour parce qu'elle n'existe pas. Pour qu'elle existe, il faut d'abord passer par le Parlement réuni en congrès. Donc c'est pour ça que j'ai déposé une plainte entre les mains du président du Sénat et du président de l'Assemblée. D'accord. Et elle a été bien reçue, on a accusé réception? Oui, bien sûr, on a accusé réception. Vous verrez les copies. Je vous en ferai la preuve de ce dépôt-là et des copies qui ont été reçues. Votre attente, c'est quoi? Notre attente, ben, c'est que justice soit faite, bien sûr. Maintenant, s'il y a un déni de justice, on espère toujours qu'il y aura un prochain Parlement qui viendra. Lorsqu'il ne sera plus, eh ben, la chambre d'accusé, la haute cour sera mise en place pour mettre en accusation M. Sassou. C'est inévitable. À comprendre et interpréter vos plaintes, ça veut dire que la justice n'a pas été rendue jusqu'à ce jour. Vous avez bien compris, monsieur le journaliste, exactement. C'est une justice biaisée. Et pourquoi elle est biaisée d'après vous? Bah, elle est biaisée parce que M. Sassou en a fait son instrument personnel. Dans les nominations, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne met que ceux qui lui sont conquis et acquis. Voilà. Et donc, les magistrats perdent toute indépendance, alors qu'en réalité, ils auraient pu être indépendants. Mais ils servent plutôt M. Sassou que la loi. Ils préfèrent M. Sassou à la loi. Comment dirais-je, la justice, sinon une justice équitable dans ce pays, elle n'existe pas d'après vous? Pour moi, non, cette justice-là n'existe pas, parce que vous avez des magistrats qui se permettent même de trafiquer les textes. Vous vous rendez compte? De faire de la forfaiture. C'est du jamais vu. En d'autres termes, c'est une justice aux ordres. C'est une justice aux ordres. Et je me pose la question, c'est une justice. C'est une justice tribalisée plutôt. Voilà. Merci. Mais maître, si vous permettez, comment pensez-vous à l'implication du Parlement dans cette affaire? Quel serait alors le rôle du Parlement? Non, vous savez, il faut considérer nos parlementaires comme étant des délégués de notre société. D'accord? Ils répondent de nous, parce qu'ils sont l'expression du peuple souverain. Donc, ils ne sont pas là pour servir M. Sassou en tant que tel. Lorsqu'il y a une accusation, ils doivent apprécier, regarder et ouvrir l'accusation. Et en cas de refus? En cas de refus, mais c'est pas grave. Au moins, ils auront fait le travail. Pensez-vous à d'autres instances auxquelles vous pensez? Ah, bien sûr, en cas de refus. S'ils refusent de statuer là-dessus, il y a la CPI. Puisque les derniers massacres au domicile d'une Nsourou, vraisemblablement, c'est des crimes de masse. La CPI sera saisie. Et c'est d'ailleurs une première étape avant de saisir la CPI. Voilà. Je remercie la presse. Vous vous rappelez, et vous vous souviendrez que le 9 avril 2015, nous étions ici parce qu'il s'agissait de vous informer sur la plainte déposée par le colonel Nsourou contre tour à tour les deux plaintes contre M. Sassou Nguesso pour une première plainte relative aux explosions des casernes de Kila, dont il est l'auteur, et l'attaque de son domicile le 16 décembre 2013. Et cette plainte concernait aussi des magistrats complices des crimes accomplis ou perpétrés par M. Sassou, soit en complicité, soit indépendamment, parce qu'ils auraient commis de forfaitures sur des textes de loi. Et évidemment, cette plainte a été déposée en bonne et due forme. Je pense que vous en avez fait écho et je vous remercie pour cela, puisque ça a été publié dans la plupart des journaux, sauf certains qui ont pensé qu'il fallait prendre le parti contre moi, sur ma personne, alors que la plainte concernait, c'était la plainte du colonel Nsourou contre des personnes citées nommément par lui. Ce matin, je vous remercie encore, ou du moins cet après-midi. Je pense que vous savez de quoi il s'agit, parce qu'à la suite de cette plainte, une déclaration a été faite, une déclaration publique des magistrats qui, logiquement, aujourd'hui n'aurait pas justifié mon intervention, parce que ça ne m'est pas adressé à titre personnel. Vous conviendrez que lorsque vous avez vu la plainte, il y a les timbres du Parlement, c'est-à-dire la légalité du dépôt est tout à fait plausible.
Dans le cadre de la déclaration des magistrats que je vous montrerai, distribuée partout jusqu'au marché aujourd'hui, on en fait même des emballages d'arachide, il y a un seul nom qui apparaît dedans, d'un avocat, et c'est Maître Ganga Hamidem. Certains journaux en ont fait l'écho. Ils ont même dit que j'étais excommunié, alors qu'apparemment je ne suis même pas encore prêtre. Mais enfin, c'est ce qui a été dit. Donc, je dois considérer que ma personne est bien visée par cette déclaration. Même si ça n'a pas été adressé à titre personnel, vous verrez que dans aucun des documents, il y a eu la réception par Maître Ganga d'une telle déclaration. Donc, ça ne m'est pas destiné. Mais simplement, il y a mon nom dedans. Donc, je suis obligé, d'une certaine façon, de répondre. Messieurs les journalistes, le combat que nous menons est celui qui oppose d'une part des cadres mal formés, incompétents, corrompus au service du mal, et les cadres bien formés, incorruptibles, au service du bien. Et je suis de ce côté-là. Autrement dit, un combat du refus des injustices et de l'arbitraire contre les forces obscurantistes du mal. Nous en sommes là, c'est deux camps qui s'opposent. La justice est l'art du bien. C'est la définition la plus simple que je puisse donner. Pourquoi alors sommes-nous? Précisément le 29/4/2015, donc du mois du dépôt de la plainte, il y a eu une réunion de tous les magistrats du Congo. Je dis bien tous les magistrats du Congo, à Brazzaville. Mais en même temps, concomitamment, il y a eu aussi une deuxième réunion, vous n'avez peut-être pas l'information, mais je vous donnerai cette information. Une autre réunion du Conseil de l'ordre des avocats, à Pointe-Noire, concomitamment. Pourrait-on penser que c'est une simple coïncidence? Mais non, ce n'était pas une simple coïncidence et vous comprendrez pourquoi. Réunion des avocats, réunion des magistrats d'abord. Je ne suis pas magistrat, vous le savez. Donc, logiquement, je ne pouvais pas être concerné. Sauf que toute cette réunion a tourné autour de la personne si éminente, certainement pour eux, Maître Ganga. Est-ce qu'il leur manquait des sujets en tant que magistrat dans le cadre de leur profession? Leur manquait-il des sujets à débattre? Je vous dirais que non, il y en a plein. Je peux vous en citer. Il y a des magistrats qui sont rentrés, je crois, depuis 2001 ou 2002, qui sont toujours au 3e grade, jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais réglé cette situation. Donc, autant de problèmes au sein de notre corporation. Hein. Il y a eu l'affaire des magistrats que vous connaissez, Bayi Mathurin et Moukara Moukoko, qui, après avoir jugé le colonel Nsou, il y a l'un d'entre eux a été arrêté comme un vulgaire voyou. Est-ce qu'ils ont fait un syndicat pour régler ce problème-là? Non. Mais il y a eu récemment, et c'est ce que l'on croyait, un procureur général après la cour d'appel de Dolisie qui a été frappé, boxé à Dolisie. On pensait qu'il venait pour cette affaire-là. Mais il y a les conditions de travail de tous les magistrats. Ils sont parfois à 5 dans un petit bureau. Il y a enfin quand même la tribalisation de la justice. Un problème très grave. Je vais vous en donner un exemple. Le dossier d'un sourire passé entre les mains de qui? Je vous les cite. Esami Ngati, Okongakala, Apes, Akira, et Toto et Bakassa, Bouka. Ce dossier n'est passé qu'entre les mains de ces gens-là. Ça, c'est pas un problème. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, allez-y vite.
Le tribunal de grande instance, président du tribunal de grande instance, Ewaza, du Nord, vice-président du Nord, le doyen du Nord, le bras procureur adjoint du Nord, le procureur de la République du Nord, deuxième cabinet d'instruction du Nord. Ça, c'est pas un problème. Vous montez la cour d'appel au bas et vous remontez la cour suprême, c'est les mêmes personnes que j'ai citées tout à l'heure. Ça, c'est pas des problèmes. Vous êtes vraiment sûr que ma personne à moi devait intéresser les magistrats pour une réunion aussi importante, rare, qu'on fait rarement. Ils avaient autant de problèmes, ils ne pouvaient pas régler ça. Non. C'est la personne de Maître Ganga qui n'est pas magistrat, je le dis bien. Il y a des journaux qui ont même, avant que je ne parle, qui ont bien spécifié ça. Il y a l'article 9 de la loi de la magistrature. Je ne suis pas magistrat. L'article 9 du statut de la magistrature. Excusez-moi, je vais chercher. Je ne suis pas magistrat, vous le savez. Mais qu'est-ce que je viens faire dans une réunion qui concerne les magistrats? Article 9. Le Conseil supérieur de la magistrature exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Je ne suis pas magistrat. Maintenant, comme eux, ils veulent tricher avec les lois, certainement qu'ils ont ajouté le Conseil supérieur de la magistrature exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats et les avocats. Certainement qu'ils ont ajouté. Hein. Ah, parce qu'ils ont l'habitude. Certainement qu'ils ont ajouté. Parce que je ne suis pas magistrat. Qu'est-ce que je viens faire dans ça? Non. On fait une déclaration. Alors, une déclaration. J'espère que vous avez tous lu la déclaration. Bon, on vous en fera copie. C'est à se poser la question si dans ce pays on a des gens sérieux. Les magistrats se sont réunis pour pondre un chiffon comme ça sur ma personne. Sur ma personne, 8 pages, sans aucune cohérence. Il commence par la justice, c'est très bien, et il termine par dire, Maître Ganga, attendez que je vous dise, en définitive se comporte comme un vil agitateur. Bon, ça c'est des injures, hein, mais c'est pas grave. Moi je supporte les injures. Plutôt que comme le ferait tout bon membre du barreau exigeant du conseil, qu'ensuite, enfin diligenté soit donné, hein, et en attendant, les magistrats, donc voilà les gens qui parlent de justice, hein. Les magistrats des cours et tribunaux réunis ce jour, mercredi 29 avril 2015, décident de ne plus recevoir ni postulation ni plaidoyer de l'avocat Amédée Bernard Ganga et tout. Fondé sur quel texte? Aucun texte. Mais ils ont commencé l'introduction par la justice. Et ils terminent par l'arbitraire. Alors, je vais vous expliquer. Vous voyez, moi quand je vous avais présenté la plainte, vous avez vu, il y avait des cachets, non? Il y avait des noms, c'était bien fait, hein, avec les textes à l'intérieur. Alors, ça, il y a des journalistes qui ont dit c'est nul et de nul effet. Bon, ok, je comprends. C'est des termes qu'on peut utiliser. Mais moi, en tant que technicien et juriste, puriste, je ne peux pas dire ça. Pour la simple raison que la nullité est une sanction judiciaire. Donc il faut aller devant le tribunal et c'est le tribunal qui va constater que c'est nul. Bon. Mais un document comme ça, on ne peut même pas aller devant le tribunal. Parce que ça ne représente rien du tout. Alors donc qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est les incantations. C'est des incantations des syndicats de magistrats criminels, hein, qui, ne sachant plus quoi faire, parce qu'ils sont dévoyés des actes qu'ils ont eu à commettre, voilà, ils se réunissent pour pondre des incantations. Pourquoi des incantations? Mais parce qu'il n'y a aucun texte là-dedans. Aucun texte. Ils ne sont pas capables de vous dire quel est le texte qui leur permet de dire bon, à compter de ce jour, en application de telles dispositions, nous disons que nous ne recevrons plus les plaidoiries des poursuites. Non, voilà comment un juriste parle. On commence d'abord par le texte et ensuite on illustre. Or, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une réunion à point noir pour le Conseil de l'ordre. Eh bien, le Conseil de l'ordre avait été instruit pour me radier.
Donc, ils attendaient la décision du Conseil de l'ordre. Sauf que cette décision n'est jamais venue. Donc, en réalité, ils auraient pu, ce qu'ils auraient fait, c'est de dire, en vertu de la décision rendue par le Conseil de l'ordre, puisque moi je dépends du Conseil de l'ordre, qui a radié Maître Ganga, ou qui a suspendu Maître Ganga, nous aussi magistrats des cours et tribunaux, nous faisons ceci, cela. Mais faute de cela, ils se sont contentés de prendre un tel chiffre. Et vous verrez, ils disent déclaration des magistrats des cours et tribunaux du Congo, et c'est signé par 2 personnes, Lenga Placide et Akira. Regardez. Mais ils disent que c'est la déclaration des magistrats des cours et tribunaux, mais c'est signé par 2 personnes. Donc ces 2 personnes-là constituent les cours et tribunaux du Congo. Et par ailleurs, je suis désolé, celui qui signe, c'est Lenga Placide. Il est premier vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est faux. Il ne l'est pas. Il est 2e vice-président du Conseil supérieur. Donc vous voyez comment on fait les choses avec l'émotion, avec la haine, la rage et l'arbitraire. On commet des erreurs. Ce qui fait que ce document n'a aucune... Ça ne correspond à rien du tout. Ça ne correspond à rien du tout. Et voilà, ils vont donc se constituer en syndicat du crime. Pour commencer à dire toutes les juridictions. Mais enfin, la responsabilité pénale, vous le savez, elle est individuelle. Elle est personnelle. Dans la plainte, on a cité un certain nombre de personnes. Comment diantre peuvent-ils demander la solidarité des autres magistrats qui ne sont pas concernés par des faits qui sont imputés à eux du fait de la plainte du colonel Sou? Et vous voyez, pour pouvoir éluder la question, parce qu'en réalité c'est la plainte qui nous amène là, c'est la plainte. C'est pas autre chose, il ne faut pas mentir. Ils disent, ah, Maître Nganga nous a injuriés. Ah, Maître Nganga vous a injurié. Oui, bon, ok. Quelles sont les injures dans ce document-là? On vous dit rien des injures que j'ai eu à proférer. Et c'est quand? Ah, c'est en juin 2013. Ah, les injures, c'est en juin 2013. On réunit tous les magistrats du Congo le 29 avril 2015, pratiquement 2 ans après. Vous êtes sûr que c'est vraiment les injures-là qui ont permis cette convocation-là des magistrats? Alors qu'entre temps, moi je peux vous dire, mais monsieur Lenga Placide, c'est mon papa, je vous le dis, je ne vous le cache pas, c'est mon papa. On a toujours causé, on rigole, tout le temps. Il m'apprécie beaucoup. Bon, là il m'a injurié, mais c'est pas grave, je suis son fils. Si c'est lui qui m'a mal éduqué, mais c'est tant mieux, il m'a mal éduqué, c'est pas grave. On a toujours causé. Jusqu'au moment où la plainte est dévoilée, il n'y a jamais de problème, j'ai toujours plaidé. Donc on ne peut pas dire que c'est l'injure. Et par ailleurs, la deuxième personne qui signe, Akira Georges. Mais les seules compétences qu'on lui reconnaît, c'est d'être un comploteur. Mais il ne s'est jamais présenté à aucune audience dans l'affaire Nsou. Aucune audience dans l'affaire Nsou. Moi, je l'ai injurié quoi. Donc voilà. Donc c'est pas les injures, c'est la plainte. Mais la plainte, elle n'est pas de moi. La plainte est du colonel Nsou. En quoi ça m'engage moi? Qu'est-ce que j'ai à voir avec la plainte du colonel Nsou? C'est lui qui a subi toutes les lésions dont il fait état. Il a considéré que les magistrats sont complices de M. Sassou Nguesso sur ce qu'il a lui a fait. Est-ce que ces éléments-là sont faux? Les faits sont faux? Est-ce que le colonel Nsou ne s'est-il pas vu être attaqué à son domicile par toute l'armée congolaise? Est-ce que ça aussi, vraiment, si on le dit, c'est faux? Est-ce qu'on n'a pas vu? Mais vous savez que c'est à la suite de ce procès du 4 mars, qui ne devait pas avoir lieu, qu'on a eu tout ça. Maintenant, imaginez que
le colonel Sourou soit mort, qu'est-ce qui serait advenu? Qui aurait déposé plainte? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Mais vous les connaissez. On aurait dit le colonel Nsourou était avec des milices. Vous voyez, on l'a tué là. Ça serait même un trophée. Hein? Alors qu'il s'agit d'un crime de masse. Mais c'est le colonel Nsourou qui dépose plainte. A-t-il, oui ou non, le droit de déposer plainte contre le président de la République et contre tous les magistrats qui se sont rendus complices? Comme nous dit ici, il y a un texte qui l'interdit. Moi, je vous dis, les textes sont cités dans la plainte. Ce n'est pas interdit, il a le droit de déposer plainte. D'accord? Je veux vous lire une disposition de la Constitution sur la Haute Cour de justice, puisqu'il s'agit de la Haute Cour de justice. Article 154. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, les ministres et les membres de la Cour suprême, les membres de la Cour suprême et les membres de la Cour suprême sont justiciables devant la Cour de justice pour des actes qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leur fonction. Dites-moi, le trafic des textes, ce n'est pas des crimes. Ils n'ont pas fait dans l'exercice de leur fonction. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Si le colonel Nsourou estime qu'il a été victime d'injustice, et alors, ce n'est pas son droit de déposer plainte contre ces gens-là. Qu'est-ce qu'il y a à s'en prendre à Maître Ganga qui n'est que le conseil du colonel Nsourou? Ils doivent aller devant la Haute Cour de justice, dire que non, les faits qui nous sont imputés par le colonel Nsourou dans sa plainte n'existent pas, c'est faux. En véritable professionnel, c'est ce qu'ils auraient fait. Je ne peux pas comprendre que le président Lenga, qui est de la dimension de Matsokota, Poabou et consorts, se réduise à cela, à n'être qu'un turiféret de la triche. Mais non! C'est un très haut magistrat. Comment on a pu faire ça? Et s'en prendre à ma personne? Mais lorsqu'on a déposé une plainte contre... Mais on prend des avocats. On ne s'en prend pas à l'avocat adverse. Et on va faire une réunion pour dire on ne reçoit plus cet avocat-là. Mais demain, ils vont être arrêtés et jugés à la Haute Cour de justice. Comment ils auront le temps de dire Maître Ganga ne doit pas venir? Pourquoi? Donc c'est à eux de décider quel est l'avocat de leur adversaire. Quelle est la disposition qui le dit? Non. Moi, je vais vous faire la démonstration que un certain nombre de faits, c'est incontestable. Parce que sinon, je vous assure, ils ne se seraient pas contentés de parler dans leur déclaration, leur incantation là, que Maître Ganga nous a injuriés, il a fait ceci. Ok, moi je ne connais pas le droit, ok, d'accord. Mais en attendant, la plainte est déposée. Qu'ils répondent de cette plainte-là. S'ils étaient des gens d'une dimension si élevée que ça, comme ils le prétendent. Mais je vous assure, moi, dans mon éducation, j'aurais démissionné. Dès l'instant que des faits graves comme ça me sont imputés, je démissionne du poste. Parce que je ne suis plus crédible. Et je me mets à la disposition de la justice. Si ces gens-là sont sincères, qu'ils n'ont pas commis ces faits-là, qu'ils le disent. Mais s'ils ont commis, ils doivent démissionner. Parce qu'ils ne peuvent pas arrimer la justice à leur personne. Qu'est-ce que M. Bouka a fait par exemple? Moi, je veux vous faire la démonstration qu'il parle de la justice, mais il ne connaissent pas la justice. En réalité, ce ne sont que des profanateurs de la loi. Ils profanent la loi. Je veux faire la démonstration. L'article 558. En tout cas, excusez-moi parce que je suis obligé. Je suis obligé de faire cette démonstration-là pour qu'au moins cesse à jamais ce genre de comportement. 558. Vous vous rappellerez, et d'ailleurs ceux qui ont suivi les déclarations quand on sortait, vous savez qu'il y a un certain fait parmi nos conférences de presse, c'est un fait sorti. En principe, parmi vous, certains ne devaient même pas être étonnés de ce qui a été dit dans la plainte. Parce qu'on le disait tout le temps.
Article 558. Regardez, c'est le pouvoir dans l'intérêt de la loi. Même si vous n'avez pas le texte, mais soyez sûr vraiment que je ne vais pas tricher. On ne m'a pas éduqué de tricher. Même si on a dit que je suis mal éduqué, oui, eux, ils ont commis des crimes, moi je suis mal éduqué, je préfère être mal éduqué que de commettre des crimes. Maman ne m'a pas appris à commettre les crimes. Il y en a d'autres qui ont appris à tricher et à commettre des crimes. Moi, je ne suis pas là-bas. Mais je suis mal éduqué, j'accepte. Lorsque sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la Justice, le procureur général près la Cour suprême dénonce à la Chambre judiciaire des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés. Point. Ça, c'est le législateur congolais qui a écrit. Maintenant, ceux qui prétendent qu'ils connaissent la justice, ils ont l'expérience, c'est des professionnels, regardez ce qu'ils disent. Et ça, c'est Bouka. L'un des plus grands tricheurs que le démon n'ait jamais créé. Attendu que la cassation a intervenu, bon, je passe. Je reprends donc la loi. Comment M. Bouka a fait? Et cette cour-là, comment ils ont adopté ça? Lorsque sur l'ordre formel, à lui donné par le ministre de la Justice, tout ça c'est normal. Le procureur général après la Cour suprême dénonce à la Chambre judiciaire des actes judiciaires, tout ça c'est normal. Arrêt ou jugement contraire à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés. Dans la loi, il y a un point. Lui, il met la virgule maintenant. Il met la virgule. Et il continue maintenant. Ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés. L'arrêt de la Chambre pénale de la... Donc il compose lui-même ce bout de phrase, cette membrane de phrase. L'arrêt de la Chambre pénale de la Cour suprême redonne vie à l'entier dossier tant à l'égard du ministère public que des inculpés et de toute autre éventuelle partie. Là, il met point. Bon. Je vais vous faire la démonstration que ces gens-là, ils prétendent avoir fait la justice, non? Moi, je vais vous faire la démonstration que l'acte qu'ils ont commis, et je veux continuer avec le président, c'est innommable. En faisant comme ça, suivez-moi bien. Bouka a eu la qualité en même temps de président de la République et de chef du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il a fait un projet de loi. En ajoutant cette membrane-là, il s'est passé pour le président de la République et au chef du gouvernement pour faire le projet de loi. Lui-même, Bouka, est devenu législateur. Donc il a fait passer le texte là au Parlement, réuni Sénat et Assemblée nationale, pour faire passer cette membre. Il fait passer, il envoie à la signature du président de la République qu'il est lui-même et il promulgue encore. Il a promulgué cette membrane et il applique à la procédure en cours. Monsieur Sassou a des soucis à se faire. Bouka était un concurrent dangereux. Eh oui. Donc là-dessus, vous voyez, en quelques secondes, je viens de vous montrer le premier cours en droit sur la loi. Comment la loi naît, comment elle vit et comment elle s'éteint. En 2 petites minutes. Donc, les Bouka ont fait ça. Or, il y a un principe simple que vous connaissez tous, l'article 2 du Code civil, même si vous ne connaissez pas. La non-rétroactivité de la loi. La loi n'a de fait que pour l'avenir. Mais un déjà se dit qu'il s'est passé président, il est parlement, il promulgue, il applique en même temps, il devient juge, il applique. Bon, dites-moi, comment on peut qualifier ça? Dites-moi, parce que si moi je qualifie, on va dire encore, ah, maître Gagna, lui, c'est inqualifiable. Vous voyez? Tout ça pourquoi? Pour pouvoir imputer au colonel Nsourou des faits criminels dont il n'est pas l'auteur. Et on dit, nous sommes des magistrats professionnels, expérimentés, on connaît. Nganga c'est un agitateur. Moi je vous dis, hein, entre eux et moi je connais plus. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que ce que je viens de vous démontrer en quelques secondes là, ils ne sont même pas sûrs qu'ils peuvent s'apercevoir que effectivement c'est ce qu'ils ont fait. Mais je passe encore à plus grave. Je passe à plus grave. L'ordonnance de M. Placide Lenga.
Lui, je suis désolé, c'est mon papa, mais il ne m'a pas appris ce qu'il fait. Il ne m'a pas appris ça. Et je peux vous dire qu'au cours des plaidoiries, je lui ai dit, mon père, puisque tu m'as enseigné que je suis ton fils, dis-moi, est-ce que tu m'as appris à tricher avec la loi? Si oui, j'enlève ma robe. Allez-y demander, il y a des témoins. Il a baissé la tête. Et voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il fait. Il dit, vu la délibération 001 du 16 mai 2013, la Cour suprême, siégeant. Donc vous voyez, 2013, mai 2013, on n'est pas loin de là où on dit que je les avais injuriés. Mais les gars qui tripotent la loi, comment voulez-vous les considérer? Qui veut du respect s'en procure. Hein? Qui veut du respect s'en procure. Siégeant à l'Assemblée intérieure, conformément aux dispositions de l'article 35, modifié portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, selon laquelle le premier président de la Cour suprême, c'est-à-dire lui, peut par ordonnance déclarer irrecevable tout recours non prévu par les lois de procédure, mais fait dans le dessein délibéré de faire obstruction au cours régulier de la justice. Ce texte n'a jamais existé. Ce texte n'a jamais existé. Je veux vous lire, puisqu'il parle de la loi de 92, et moi je l'ai. Si vous voulez, hein, parce que pour argumenter, je vous en donnerai copie. Je vais vous lire l'article 35. L'article 35 de la même loi, hein, cité par le premier président. Le procureur général près la Cour suprême occupe le siège du ministère public devant toutes les formations de la Cour suprême. Il est secondé par le premier avocat général et les avocats généraux et tout ça. Rien à voir. Bon, dites-moi. Là, on fait quoi? On fait quoi? Ces faits-là sont établis. C'est de la forfaiture. Hein? C'est de la forfaiture. Bon, ces faits-là sont établis ou ils ne sont pas établis? Lui aussi, le président Lenga, a fait la même procédure. Il est devenu président. Il est au Parlement. Il a promulgué et il a appliqué. Mais un texte qui n'existe pas. Mais plus grave, ce que vous devez dire, c'est que c'est ce texte-là qui a permis de faire le procès du colonel Nsourou. Un texte qui n'existe pas. Des magistrats ont osé faire un procès avec un texte qui n'existe pas. Et on dit que Maître Ganga, c'est un tricheur, c'est un agitateur. Et on se prévoit qu'eux, ils connaissent la justice. Mais enfin, mais quoi? Des cadres de ce niveau se rabaissent à ce point, alors qu'ils étaient capables de dire au président de la République, cette procédure n'est plus possible. Et je n'ai pas arrêté de le dire. Mais bien sûr, je m'appelle Nganga. Et vous allez comprendre que dans leur déclaration, ces gens-là, voilà ce qu'ils disent. Je vais vous lire un truc. Ils disent, mais la Cour suprême réaffirme aujourd'hui quelle est et demeure la citadelle de la justice, mon œil, de l'arbitraire, oui. Son dernier rempart, et que nul ne peut sérieusement douter de cela. Mais nous, on a douté de cela, ils inventent des textes. Nul ne peut douter ni de son impartialité. Mais enfin, mais ils sont au service de Sassou. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Ni de l'expérience professionnelle des magistrats qui l'animent, nul ne peut douter ni de son impartialité, ni de l'expérience professionnelle des magistrats qui l'animent, et qui se comportent comme des loyaux serviteurs de l'État. Mais non, les magistrats doivent pas être au service de l'État. Les magistrats sont au service de la loi. Voilà. Les magistrats sont au service de la loi, pas au service de l'État. Article 136 de la Constitution. Moi, quand je parle, j'ai les textes, et eux, quand ils parlent, ils n'ont rien, que des incantations. 136. 136. Alinéa 2. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi, pas de l'État. Donc vous comprendrez que lorsque le colonel Nsourou dit qu'ils sont au service de ce régime de M. Sassou, mais il a raison. Parce qu'eux-mêmes ils écrivent qu'ils sont des serviteurs loyaux de l'État. Mais l'État est une personne morale qui peut accomplir, qui peut commettre des actes illégaux. Alors en ce moment-là, qui va les juger? Si eux ils sont les serviteurs loyaux de l'État.
Alors peuvent-ils être impartiaux alors qu'ils sont du côté de l'État? Et après on vient dire, Maître Ganga, on ne doit pas recevoir tes postulations, tes ceci, tout ça. Ils ont quel pouvoir? Non, la vérité c'est que cette réunion a un autre but, a une autre but. C'est de faire de moi comme Matsokota Pouabou, les Noutinganga. C'est ça qu'il veut. Ma peau. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais mes chers amis, mes chers frères, nous allons résister, nous allons nous battre. Il s'agit d'un combat entre d'un côté ceux qui sont pour l'arbitraire et les injustices et de l'autre ceux qui sont contre les injustices et l'arbitraire. Mais je ne comprends pas. Alors qu'il fait un moment que le président de la République s'assoit avec dit qu'il était contre les injustices, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu'il accepte les injustices contre les autres? Qu'est-ce que j'ai à voir dans la plainte qui est déposée contre lui? Non. Mes chers collègues, mes chers frères, monsieur le journaliste, je crois que je n'ai fait que là une petite démonstration de ce que ces magistrats qui procèdent par incantation ne peuvent pas avilir ma personne. Et je dis, puisque pour l'instant je n'ai pas vu d'autres magistrats signataires, ni les mandats d'autres magistrats et des cours et tout, je poursuivrai ces deux magistrats-là de leur poche en application de 1382. Je laisse ça au foie, je congèle ça, ce régime va partir. Ils vont passer devant la haute cour de justice, je les poursuivrai. Je les poursuivrai. Alors, on me dit, est-ce que je peux aller exercer? Oui, je crois que c'est la réponse que vous avez. Je veux aller exercer. Je vais exercer mon ministère et personne ne m'empêchera. Mais avant tout ça, je demande si ces magistrats tous convoqués à Brazzaville, qui soit ont oublié le principe de la personnalité, de la responsabilité pénale, et qui se veulent solidaires des crimes imputés par le colonel Sourou à ces magistrats-là, s'ils sont à même de m'affronter pour venir me dire que ça n'existe pas, que c'est faux, en ce moment-là, je suis d'accord et j'attends un débat entre eux et moi devant le peuple congolais qui devra juger qui est du côté du bien et qui est du côté du mal. Quels sont les cadres mal formés, corrompus au service du mal et quels sont les cadres bien formés, incorruptibles au service du bien? Il faut que le peuple sache. Non. Les médias que vous êtes, cherchez à les rencontrer pour qu'il y ait un débat, pour que le peuple nous divise, que le peuple apprécie qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Moi, je suis prêt à les affronter. C'est ainsi que il y a un communiqué que j'ai rédigé, que je vous ferai passer, que je dis ceci. Maître Amédée Ganga, avocat du colonel Sourou, est disposé à affronter tous les magistrats du Congo solidaires pénalement à se citer dans la plainte de son client le 1er avril 2015 à leur convenance. Choix des médias, modérateur, lieu et la date pour compter du délai de 7 semaines. Donc lundi là nous commençons jusqu'à dimanche. Sur le complot et l'assassinat commandité par M. Sassou Nguesso contre le colonel Sourou avec la complicité des magistrats cités. Il propose dans le même délai l'audit du dossier Sourou par des juristes internationaux indépendants de l'Union africaine, de la CEMAC et des Nations Unies pour démontrer qu'il n'existe pas de dossier judiciaire. Démontrer comment des magistrats complices des crimes aussi graves peuvent s'autoriser à croire que la justice est leur propriété privée et non un service public. Donc je poursuivrai mon ministère. Vous vous rendez compte?
que des magistrats englués dans un scandale politico-judiciaire osent se réunir pour empêcher l'avocat de la victime qui a déposé plainte pour exercer son ministère. C'est du jamais vu. Alors, s'il ne se présente pas, le communiqué va être diffusé par vous. S'il ne se présente pas, la conclusion est simple. C'est que vous comprendrez que nous écrirons au fronton du palais de justice qu'il s'agit l'injustice tribalicide vaincue par le courage, la force et l'intelligence de Maître Ganga. Pour ensuite dire qu'il est temps que ce pays soit géré par des personnes aux pensées hautement élevées et non par des personnes aux instincts bassement grégués. Vous devriez le dire. C'est le combat que nous devons mener. C'est le combat de la vérité contre le mensonge. Et enfin, je termine pour parler à mon président de la République, pour lui dire, Monsieur le Président, vous avez essayé de faire ce que vous avez pu faire. Mais il arrive qu'on ne gagne pas à tous les coups. Là, vous avez perdu. Mais ce n'est pas vous qui avez perdu. Vous avez été trahi par vos magistrats. Je vous demande humblement et respectueusement de sortir le colonel Ntsou. Parce que cette décision ne relève que de vous. Et je vous dirai, Monsieur le Président, que la sortie du colonel Ntsou n'est pas la victoire de Maître Ganga, n'est pas la défaite de M. Sassou Nguesso. Non, elle est la victoire de la justice dont M. le Président Sassou Nguesso est le garant. C'est donc lui qui est victorieux parce qu'il aurait fait respecter les règles de la justice, qui est la valeur la plus élevée universellement et que les êtres humains doivent aimer. Monsieur le Président, je suis sûr que vous avez compris. C'est la victoire de la justice. Sortez le colonel Ntsou. Je vous remercie.